eu l'opportunité et la chance d'avoir donné des conférences dans de nombreux pays du monde. Je l'ai même fait, je crois, dans les 5 continents. Mais je peux vous dire très sincèrement qu'aujourd'hui, je suis ému. Parce que le petit-fils d'ouvrier d'Orléansville, Ellesnam, Schleff, appelez-le comme vous voulez, eh bien, revenir aujourd'hui pour donner une conférence, c'est vraiment un plaisir, beaucoup d'émotions, et j'espère que ce sera le début d'une collaboration entre l'Université de Montpellier, qui est une grande université internationale, et les médecins de Schleff. Nous avons, avec mon ami le professeur Ben Dedouche, créé un DIU, car une partie de ma famille est de Tlemcen et l'autre de Schleff. Donc on a déjà tendu un pont qui marche très bien entre Montpellier et Tlemcen. J'espère que nous aurons le privilège et le bonheur de faire de même avec Schleff. En tout cas, je serai toujours prêt à vous aider et à mettre tout mon poids pour donner à la médecine de Schleff la place qu'elle mérite. Alors je voudrais, si vous le permettez, remercier les laboratoires Novo Nordisk de m'avoir invité et pris en charge pour cette conférence et leur dire publiquement que j'apprécie singulièrement l'effort qu'ils consentent pour l'Algérie. En effet, c'est grâce à des laboratoires comme Novo Nordisk que nous pouvons assurer la formation, et pour ce qui me concerne, en pédiatrie et plus précisément en endocrinologie pédiatrique. Donc il faut leur en tenir gré et les remercier chaleureusement pour vous, car ils sont à l'origine de ces échanges aussi intenses que nous avons entre l'Université de Montpellier et l'Algérie. Alors on m'a demandé d'aborder la prise en charge précoce des retards de croissance. Je vais essayer autant que possible de le simplifier à l'extrême. Vous dire que c'est un sujet qui est tout à fait à l'ordre du jour. Et le choix de la thématique n'est pas une problématique ancienne, puisque vous voyez que dans des revues internationales, on fait le point sur le traitement par l'hormone de croissance chez les enfants. Voici 2 revues, dont celle qui est un peu notre Bible, qui est le Archive of Disease of Children, où là encore on voit, on apprend il y a quelques mois, au fond, l'utilisation potentielle de l'hormone de croissance qui a bouleversé la prise en charge des enfants de petite taille, et je vais essayer de vous le démontrer. Alors, nous parlons des retards de croissance. Qu'est-ce qu'un retard de croissance? Eh bien, premièrement, un retard de croissance, en fait, correspond ou se définit par une taille inférieure à 2 déviations standards par rapport aux courbes de l'OMS. C'est la définition statique. Tout enfant qui mesure, dont la taille se situe à moins de 2 déviations standards, est porteur d'un retard de croissance. Deuxième définition, une définition dynamique. Vous savez que la croissance est un phénomène actif, et il faut donc mesurer les enfants chaque fois que vous les avez en consultation. Mesurer les enfants. Et retracer une courbe de croissance qui, si elle présente un ralentissement, voire une cassure, constitue un phénomène pathologique. Tout ralentissement de la croissance, toute cassure de la cinétique doit attirer l'attention du médecin. C'est le deuxième message. Le troisième, vous devez prendre en compte, et c'est de plus en plus important, vous devez prendre en compte le poids et la taille à la naissance. Car ce sont ces 2 paramètres, l'un ou l'autre,
qui conditionne ce que nous appelons le retard de croissance intra-utérin. Et vous savez que ce sont des enfants, pour 10 à 15% d'entre eux, qui présenteront un retard de croissance important et qui vont culminer à 145 ou 150, ce qui représente incontestablement, dans tous les pays du monde, et y compris en Algérie, un handicap à la fois personnel, un handicap psychologique et un handicap socio-professionnel. Donc, pensez à évaluer la taille et le poids à la naissance. Quatrième message, quand vous examinez un enfant, et a fortiori s'il est de petite taille, n'oubliez pas de vous enquérir de la taille des parents. Alors attention, je vous demande d'écouter ce message, car c'est un message qui n'est pas négatif, mais simplement un message d'orientation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les deux parents sont petits, l'enfant n'est pas condamné à être petit. Vous êtes d'accord avec moi? Les deux parents ont pu avoir une carence nutritionnelle, ne condamnons pas l'enfant. Mais en revanche, c'est un élément d'orientation. Si les deux parents sont à moins 2 déviations standards, il faudra relativiser, j'espère que vous suivez les nuances, la petite taille familiale. Mais il faut la prendre en compte, a fortiori, si les parents sont à 2 couloirs au-dessus de la moyenne, et si vous avez un enfant qui ralentit à moins 1 couloir, ben finalement il a un retard à combien? Plus 2, moins 1, ça fait moins 3. Moins 3, puisque sa taille cible est à plus 2. Donc ça s'accumule les retards. Hein, vous me suivez? Donc voilà quelques repères qui sont importants dans la pratique quotidienne, quel que soit l'exercice de votre fonction, que vous soyez en milieu hospitalier ou en milieu libéral. Ce sont des petits points de repère qui sont utiles à prendre en compte quand on gère un enfant qui a un retard de croissance. Alors quelles sont les causes de ce retard de croissance? Alors j'ai mis en 1 le retard de croissance constitutionnel. En fait, il faut le mettre dans quel classement, le retard de croissance constitutionnel, selon vous? Si on est un tout petit peu intelligent, mais apparemment, je ne l'étais pas quand j'ai fait cette diale récemment, il faut le mettre en dernier. Mais bien sûr, on parle de retard de constitutionnel quand on a éliminé toutes les causes de retard de croissance. En fait, je l'ai mis en 1 pour tout vous dire, parce que c'est l'étiologie la plus fréquente. Hein, mais il n'en reste pas moins qu'un retard de croissance peut relever d'une cause dans environ 50% que vous devez identifier. Alors, parmi les causes de retard de croissance, n'oubliez pas que toute maladie osseuse constitutive, les maladies osseuses que vous connaissez, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'appesantir, retentissent sur la croissance et donnent des tailles à moins 2, moins 3, voire moins 4. Alors je ne parle pas de l'hypochondroplasie ou de la chondroplasie que vous voyez à 200 mètres, mais des maladies plus subtiles. Un travail récent de l'hôpital des enfants malades montre que 30% des enfants de petite taille ont une MOC. N'oubliez pas que de très nombreux retards de croissance peuvent être secondaires. Une règle que vous retenez bien: toute maladie chronique génère un retard de croissance. Alors les maladies chroniques, vous les connaissez mieux que moi. Maladies nutritionnelles, maladies du rein, du cœur, des poumons, certaines endocrinopathies, et puis des troubles psychosociaux dont je me demande s'ils existent ici, mais qu'on voit en France. Chez le garçon, ce n'est pas une cause déterminante. En revanche, toute petite fille qui présente un retard de croissance à 6, à 5, 6 ou 7 ans, qui s'écarte des moins 2 déviations standards, tout retard supérieur à moins 2
et qui s'aggrave avec le temps, impose la réalisation d'un karyotype. D'accord? Pour rechercher quoi chez la fille? Un syndrome de Turner. Et vous comprendrez pourquoi je parle des retards de croissance intra-utérins, des syndromes de Turner. Cinquièmement, les retards de croissance intra-utérins, donc qui sont des causes de retard de croissance, et puis les déficits en hormones de croissance. Donc vous avez là toute la pathologie de la croissance. Au fond, la question que vous vous posez, dans quelle situation, dans quelles circonstances, je peux proposer à cet enfant un traitement par l'hormone de croissance. J'espère être clair avec vous. Alors, première circonstance, la plus importante et la plus facile à traiter, c'est le déficit en hormones de croissance. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Il est loin d'être exceptionnel et il touche un enfant sur 4000 en moyenne. C'est dire que vous en avez tous dans vos consultations. 1 sur 4000, retard de croissance supérieur à 2 DS, impose quoi? Une exploration de la sécrétion d'hormones de croissance. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que la taille définitive, je l'ai dit en introduction, va culminer entre 145 et 150. C'est-à-dire, ce seront des hommes ou des femmes qui auront incontestablement une série de handicaps sur lesquels je ne reviens pas. Mais non seulement le retard de croissance impacte la vie psychologique, sociale, professionnelle, mais vous savez que les déficits en hormones de croissance ont un effet parce qu'ils sont associés ou responsables à un excès de masse grasse, à une augmentation des lipides, à une modification du métabolisme des lipides, à une résistance à l'insuline, à une diminution des synthèses protéiques. Donc, ce que nous appelons à tort hormone de croissance, ne l'oubliez pas, est également une hormone de quoi? De métabolisme. L'hormone de croissance agit sur tous les métabolismes, des protéines, des lipides et des glucides. Autre conséquence, et non des moindres, l'hormone de croissance, vous savez, contribue à la puberté et en période pré-puberté à l'acquisition de la masse osseuse. Vous savez l'impact d'une diminution de l'acquisition de la masse osseuse à l'âge adulte. Je pense que vous le savez très bien. Et puisque c'est cette acquisition réduite en période péri-pubertaire qui va générer des fractures multiples au-delà de l'âge ou dès l'âge de 40 ans. Le déficit en hormones de croissance impacte aussi la fonction gonadique. Ils ont des retards pubertaires. Au niveau du système nerveux central, on considère qu'il y a 30% d'enfants qui ont des retards de croissance qui relèvent d'une anomalie anatomique de la région hypothalamo-hypophysaire. C'est dire que tout retard de croissance déficitaire en GH imposera la réalisation d'une IRM. Les problèmes psychologiques, vous l'avez compris, quelquefois même des problèmes psychiatriques et des troubles sociaux ou socio-professionnels. Alors, nous sommes tous des médecins dans cette salle. Comment allez-vous diagnostiquer un retard de croissance? Allez-vous attendre que l'enfant présente à l'âge de 13 ou 14 ans un ralentissement très important sans absence de puberté? Non. Il y a 2 messages que je voudrais vous donner. Le premier, le déficit en hormones de croissance et d'autres pathologies sur lesquelles je reviendrai s'expriment très précocement. C'est votre responsabilité d'identifier ces patients le plus tôt possible. Alors, quels sont les signes évocateurs d'un déficit en hormones de croissance?
Eh bien, il y en a deux qui sont extrêmement fréquents, mais qu'on a tendance à banaliser. Le premier, c'est l'hypoglycémie. Toute hypoglycémie après un jeûne court impose de rechercher un déficit en hormones de croissance. Deuxièmement, tout micropénis. Alors vous allez me demander, c'est quoi un micropénis? Comment on le caractérise? C'est simple. Toute verge dont la taille est inférieure à 2,5 cm à la naissance impose une investigation ou un suivi, pas le jour de la naissance, mais doit attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité d'investiguer ces enfants. Et puis d'autres anomalies, elles sont plus rares, des anomalies crânio-faciales, mais là, je dois dire qu'en période néonatale, elles sont identifiables, mais votre rôle, c'est de les relier à un possible déficit en hormones de croissance. Donc, que retenir de cette petite intervention? Toute hypoglycémie néonatale après un jeûne court, tout micropénis impose un suivi et une investigation en période néonatale. Vous voyez, c'est extrêmement simple, mais il faut que vous quittiez l'auditorium en ayant ce premier message. Deuxième message, chez le nourrisson et chez l'enfant. On l'a vu hier à Tlemcen, on nous l'a rappelé. Vous savez que les premières années de la vie sont caractérisées par une croissance considérable. 25 cm la première année, 12 à 15 la deuxième année. Donc c'est une période tout à fait privilégiée, la deuxième, la troisième année de vie, pour identifier des ralentissements de la vitesse de croissance. N'oubliez pas, s'il y a un message à retenir, que la croissance est un reflet du bon équilibre nutritionnel, endocrinien, social, psychologique de l'enfant. Tout retard de croissance est a priori pathologique. Surtout, ne banalisez jamais. Et deuxième message, ne temporisez jamais. Ne dites pas, il ralentit à -2, -2,5, mais bien entendu, ses parents sont petits, c'est une erreur. Et surtout, ne dites pas, comme on le voit partout, et y compris dans la propre région où je travaille, aucun problème, il est petit à 2 ans, 3 ans, que disent 80% des médecins, il grandira plus tard. Voilà 2 erreurs que je vous demande de ne pas commettre, sans pour autant être interventionniste à l'extrême, mais suivez ces enfants pour être sûr qu'il n'y a pas de déficit en hormones de croissance sous-jacent. N'oubliez pas que certains petits signes cliniques, mais je sais qu'en Algérie, et encore une fois, je le dis sans flagornerie aucune, les médecins sont de bons cliniciens. Je l'ai remarqué depuis 5 ou 6 ans que je viens régulièrement, ils examinent très bien. Donc je vous demande, dans cet examen, de vérifier, la taille des mains et des pieds. Petites mains, petits pieds, doit attirer votre attention. Les enfants ont souvent un nez camus, une hypoplasie du maxillaire inférieur. Un signe auquel j'accorde beaucoup d'importance, l'adiposité abdominale. Un enfant qui est petit, qui a un front bombé, un nez camus, un rétrognatisme et un certain degré d'obésité abdominale doit faire l'objet d'une exploration ou d'un bilan de l'hormone de croissance. Et puis, un faible développement musculaire, c'est plus dur dans les premières années de la vie. C'est plus dur à détecter dans les premières années de la vie. Alors, quelles sont les causes de ces retards de croissance? 30% des cas, ce sont des causes génétiques. On a des interruptions de la tige qu'on voit à l'IRM ou des dysplasies septo-optiques, donc vous connaissez cette pathologie. Là, ce sont les causes congénitales. On a des causes acquises. Vous connaissez tous le crânio-pharyngiome. Méfiez-vous des céphalées de l'enfant, surtout si elles surviennent le matin et si elles s'accompagnent
de vomissements ou de nausées. Attention, ne les attribuez pas trop facilement à des désordres alimentaires ou à d'autres cétonuries, comme je le vois quelquefois. Deuxième signe, deuxième situation, l'irradiation crânienne. Attention à vos enfants qui ont eu une pathologie oncologique. N'oubliez pas que toute irradiation va retentir sur la croissance. Et puis, la dernière cause, et non des moindres, interrogez vos enfants quand ils ont un retard de croissance sur la notion d'un traumatisme crânien. Différentes études récentes montrent, et je crois qu'ils sont fréquents en Algérie, comme dans tous les pays, mais traumatismes routiers notamment, je pense surtout à ça, eh bien, accident de la circulation, lorsqu'il touche la région céphalique, génère dans plus de 20% des cas un déficit en hormones de croissance. Et donc, j'évoquais avec vous particulièrement la pathologie relevant du déficit en hormones de croissance. Je pense avoir été clair. Mais en réalité, depuis quelques années, l'indication thérapeutique par l'hormone de croissance ne se limite plus à ces déficits. On assiste à une véritable révolution thérapeutique, puisque l'indication du traitement par l'hormone de croissance, eh bien, dépasse le simple traitement substitutif des déficits, et elle va maintenant intéresser, au-delà du GHD, du déficit en hormones de croissance, elle va intéresser premièrement le syndrome de Turner et deuxièmement le retard de croissance intra-utérin. Donc lorsque vous avez un patient dont les antécédents révèlent un RCIU qui n'a pas rattrapé pendant les 2 ou 3 premières années de la vie, dès l'âge de 4 ans, adressez-le à une équipe spécialiste, ou si vous êtes vous-même spécialiste, vous avez le droit d'engager un traitement par l'hormone de croissance, c'est une indication qui est acceptée. Troisième situation, le syndrome de Turner, vous savez qu'il touche une naissance sur 250, donc vous devez en avoir des dizaines et des dizaines qui ne sont pas diagnostiqués. Donc attention aux signes d'appel. J'ai pour habitude de dire à mes internes, parmi les petits signes, 1. Le lymphœdème des extrémités en période néonatale. Attention, lymphœdème des extrémités. Deuxième signe qui passe totalement inaperçu, sur lesquels insistaient les Lyonnais, les ongles en tuiles romaines, et bien sûr les syndromes malformatifs que vous connaissez tous, le cou palmé, l'écartement mamelonnaire, etc. Mais essayez de faire un diagnostic le plus précocement, n'attendez pas le retard pubertaire ou le retard à 10-12 ans, c'est regrettable pour instaurer le traitement. Et puis demain, vous pourrez traiter par hormone de croissance d'autres enfants porteurs d'insuffisance rénale, de Willy-Prader, de délétion de chocs, mais c'est pour l'avenir. Retenez les 3 principales indications, le déficit en hormones de croissance, le syndrome de Turner et le retard de croissance intra-utérin. Alors, il y a eu quelques changements récents. La posologie ne sera pas la même selon que l'on restaure un déficit dans le retard par déficit en GH, vous le comprenez, ou lorsque l'on apporte un traitement complémentaire dans le RCIU qui n'est pas déficitaire, ou le Turner qui n'est pas déficitaire. Et là, on prescrit une posologie pour dépasser le degré de résistance à l'hormone de croissance. Alors, la modalité, elle est très simple, une injection cutanée, il y a des stylos, et notamment, moi j'utilise beaucoup, mais encore une fois, je ne suis pas assujetti à Novo, mais j'utilise beaucoup le stylo de Novo qui est simple, qui est indolore, et les enfants, dès l'âge de 4 ans, se font eux-mêmes leur injection. Alors, les résultats. Sur cette dia, vous ne voyez, mais je vais vous donner les messages les plus importants. Les résultats, eh bien, vous voyez qu'en moyenne, lorsque le déficit en hormones de croissance est diagnostiqué et traité précocement, on peut gagner jusqu'à 11 cm. Vous le mesurez, 11 cm. C'est pas mal.
Le syndrome de Turner, le syndrome de Turner, eh bien, qui culmine, je vous le rappelle, sans traitement, à 140 cm, eh bien, on peut gagner jusqu'à 8-10 cm pour le syndrome de Turner. Là encore, je crois que pour les raisons que j'évoquais précédemment, on peut se permettre de traiter ces enfants. Et puis, pour les petites tailles, les retards de croissance intra-utérins, eh bien, selon les études, mais surtout si le traitement est instauré tôt, donc vous devez diagnostiquer précocement les RCU, eh bien, on arrive à gagner entre 4 et 10 ou 12 cm. Voilà. Comme on pouvait s'y attendre, je vois que le temps passe, donc je vais accélérer, on modifie également le mode de vie et ce qu'on appelle le quotient de bien-être psychologique, et chez ces enfants, on améliore de façon tout à fait significative l'équilibre psychologique. Alors je voudrais, pour conclure, vous donner des données internationales que sont, je pense que vous connaissez, les bases de données Cochrane, qui font des méta-analyses de toutes les données de la littérature. Eh bien, pour les 3 étiologies que j'évoque, à la fois le déficit en hormones de croissance, le syndrome de Turner et le RCU, l'analyse des données de la Cochrane Database montre que le traitement améliore de façon significative le traitement par hormones de croissance, le pronostic de taille et les conséquences métaboliques, ne l'oubliez pas, je le disais en introduction. De la même façon, bon là encore, c'est le bien-être de ces enfants. La sécurité, je suis convaincu que quelqu'un va m'interroger sur la sécurité, eu égard en France on dit le ramdam médiatique, je ne sais pas si ça vous fâche. Le ramdam médiatique, c'est un bruit très violent qu'ont fait certains pédiatres. Eh bien, la question, est-ce que l'hormone de croissance n'entraîne pas ou ne modifie pas le risque de cancer? Eh bien, les études, d'une part, les études internationales de Rosenfield, à laquelle participait Martin Savage, comme les études de Savendal, qui était venu l'an dernier, montrent qu'il n'y a pas, contrairement à ce qui avait été initialement évoqué, de surmortalité par cancer chez les enfants traités par hormones de croissance. Donc une bonne fois pour toutes, c'est une question qu'il faut rejeter de votre réflexion. Donc en conclusion, et j'en ai fini, Monsieur le Président, l'hormone de croissance représente, je le pense sincèrement, une véritable révolution pour nos enfants de petite taille, à condition de réaliser un diagnostic précoce et d'engager la mise en route d'un traitement aussi rapidement que possible, dès l'âge de 2-3 ans pour les déficits en GH, 4 ans pour les RCU, 3-4 ans pour les syndromes de Turner. Et c'est à ce prix qu'on aura des tailles finales les plus proches des tailles cibles, qu'on va améliorer les troubles métaboliques, et vous savez que c'est une épée de Damoclès au-dessus de ces enfants, et notamment pour le risque de syndrome métabolique et de complications cardiovasculaires, qu'on va réduire le handicap psychologique et qu'on va permettre à ces enfants demain d'avoir une insertion socio-professionnelle conforme à leur développement intellectuel qui est souvent excellent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention.